madame, monsieur, ami ou futur ami de Port-Royal. Je vous propose aujourd'hui de vous intéresser aux mouches au XVIIe siècle et spécifiquement dans le milieu de Port-Royal. Le sujet est apparemment bien frivole, mais la déambulation va nous promener dans le temps et dans l'espace. J'espère qu'elle vous fera un peu oublier la claustration à laquelle nous sommes contraints, voire qu'elle aiguisera notre attention envers le rôle conféré aux réalia, aux détails et autres trivialités, dans une littérature du XVIIe siècle bien éloignée de correspondre à un auguste bloc de marbre. La pérégrination commence avec deux fragments des Pensées de Pascal. Le fragment 56, dans l'édition Sellier, « La puissance des mouches. Elles gagnent des batailles, empêchent notre âme d'agir, mangent notre corps. » Le second est le fragment 81. « L'esprit de ce souverain juge du monde n'est point si indépendant qu'il ne soit sujet à être troublé par le premier tintamarre qui se fait autour de lui. Il ne faut point le bruit d'un canon pour empêcher ses pensées. Il ne faut que le bruit d'une girouette ou d'une poulie. Ne vous étonnez point s'il ne résonne pas bien à présent. Une mouche bourdonne à ses oreilles. C'en est assez pour le rendre incapable de bons conseils. Si vous voulez qu'il puisse trouver la vérité, chassez cet animal qui tient sa raison en échec et trouble cette puissante intelligence qui gouverne les villes et les royaumes. Le plaisant Dieu que voilà. O ridiculissimo errore. » Les deux fragments appartiennent à l'alias intitulé Vanité. Leur sens est assez simple. L'homme est rempli d'orgueil à l'égard de ses facultés, de sa raison en particulier, et de ses accomplissements. Pourtant, une mouche, insecte méprisable par sa petite taille, par les souillures qu'elle dépose sur les objets et sur les aliments, le dictionnaire de Furetière rappelle que ces chure engendrent des vers dans la viande. Cet insecte méprisable par la manière dont il rôde autour des immondices, ordures, excréments, bétail, charognes, suffit par ses importunités à ruiner toutes les prétentions et les entreprises de l'homme en lui causant une invincible distraction. L'homme qui se prétend souverain juge du monde tombe au pouvoir du vrombissement d'une mouche qui vibrionne. Il ne peut plus rien résoudre. Le terme de conseil, dont l'expression le rend incapable de bons conseils, signifie au XVIIe siècle une résolution. On ne peut plus prendre de résolution. Un animal assimilé à des objets, la poulie, la girouette, peut ainsi, par son mouvement mécanique, comme ces objets, par un mouvement apparemment dépourvu de sens, avoir plus de puissance que la puissante intelligence qui gouverne les villes et les royaumes. Pascal force encore le trait quand il dit que les mouches mangent notre corps. Il s'agit à proprement parler du cadavre, mais le raccourci augmente le saisissement du lecteur à l'idée d'être défait par un aussi minuscule ennemi. La disproportion entre la petitesse des mouches et leur empire sur l'homme amène à rire des prétentions de ce dernier. En effet, les deux fragments figurent dans la seconde liasse des Pensées, intitulée Vanité, et qui s'emploie à marquer l'absurdité et l'incohérence qui régissent la vie de l'homme. Il contribue à jeter le discrédit sur sa raison, son intelligence et ses sens si aisément troublés. Or Pascal écrit dès les Provinciales « Rien n'est plus dû à la vanité que la risée ». De fait, l'homme devient un plaisant Dieu, un Dieu qui fait rire, qui déclenche l'ironie, dont on peut s'amuser. C'est un héros très ridicule, dit encore Pascal. Le passage en italien est la citation d'une apostrophe adressée à Scaramouche dans la dédicace d'une thèse bouffonne parue en 1657. Le farceur italien y était invoqué comme le patron des savants, dont la profession n'apparaît ainsi pas plus sérieuse que les autres sur le théâtre du monde. Le texte déclare que les savants docteurs jouent la comédie. Regardez donc favorablement, ô très ridicule héros, ce combat scolastique, et par vos effroyables grimaces, défendez-moi de celles de nos trop critiques savants, et je m'assure que, si vous m'accordez votre protection, les arguments de tous ces vieux porteurs de calottes et de lunettes ne me feront jamais répondre un seul mot à propos. Pascal, comme l'auteur de ce texte, se moque des autorités politiques ou savantes. Le texte du premier fragment a été écrit d'un seul jet, et sans rature, comme vous pouvez le voir, sur le manuscrit original.
Sur ce papier, on observe que le troisième verbe est au singulier. C'est une coquille qui est corrigée par tous les éditeurs de Pascal. Le filigrane du papier ne permet de lier le fragment à aucun autre qui proviendrait du même feuillet ou qui permettrait de déterminer sa date. Le second fragment porte la trace d'importantes corrections comme vous le voyez à l'écran. On observe que Pascal rature son premier jet, une mouche bourdonne, pour réécrire avec une nouvelle précision, une mouche bourdonne à ses oreilles, probablement après avoir reformulé la suite du passage, entièrement raturée, et pour qu'elle soit plus concise et percutante. Ces corrections montrent que l'extrait, et particulièrement la référence au bruit de la mouche, suscite chez lui une extrême attention. Il lui importe particulièrement. Par ailleurs, le fragment aurait pu être rédigé en 1657, à une époque assez précoce, puisqu'on date de 1656 la mise en chantier du livre qui devait aboutir aux pensées. Il pose ainsi les prémices de la réflexion de Pascal. Le premier fragment a été exclu des éditions originales des Pensées parues en 1669 et 1670. Leurs maîtres d'œuvre ont sans doute jugé l'image de la mouche triviale et malséante, voire l'affirmation trop péremptoire. Ce type de correction n'est pas unique de leur part. S'agissant du second fragment, son ampleur a dû les dissuader en revanche d'une pure élimination, outre que la mouche n'est plus le seul exemple cité par Pascal, ce qui tempère un peu son relief. À première vue, l'image de la mouche est en effet triviale, familière, banale, surtout à une époque où hygiène, sanitaire, insecticide n'existe pas comme aujourd'hui. La mère de Pascal s'appelait Antoinette Bégon, mais le nom qui n'a pas la même orthographe n'a rien à voir avec une célèbre marque de pesticides. La mouche doit donc frapper les esprits sans effort, tel que Pascal la cite. On manque cependant une bonne part de l'effet recherché par l'auteur si on s'en tient à cette évidence. En réalité, et notamment dans le fragment 81, Pascal, une fois de plus, écrit dans le sillage de Montaigne. En effet, celui-ci observe dans le chapitre 13 du livre 3 des Essais « J'ai l'esprit tendre et facile à prendre l'essor. Quand il est empêché à part soi, le moindre bourdement de mouche l'assassine. » Le bourdonnement évoqué par Montaigne précède la mouche qui bourdonne chez Pascal. L'idée de l'assassinat guide peut-être, dans le fragment 56, l'allusion aux batailles que les mouches remportent. Là aussi, il doit y avoir mort d'homme. Montaigne évoque au chapitre 12 une bataille perdue par des assiégeants contre lesquels on avait lancé des mouches à miel, c'est-à-dire des abeilles. C'est une autre source possible, et elles ont pu se combiner. L'allusion au bruit des mouches a sans doute été la raison de l'intérêt de Pascal pour l'observation de Montaigne. Il est sensible au sujet. On sait par sa sœur Gilberte qu'il écrivit un traité des sons à 11 ans. Son père fut le dédicataire de la section des orgues de l'harmonie universelle du père Mersenne, qui s'ouvre elle-même sur un traité de la nature et des propriétés du son. La question du son est affaire de famille chez les Pascal, et les pensées contiennent de très nombreuses allusions à des sons divers. Mais ce faisant, Pascal s'écarte d'un autre exemple de distraction, causée par la mouche. La distraction des yeux. Elle est utilisée par le moraliste Pierre Nicole dans ses Essais de morale, dans le chapitre « De la faiblesse de l'homme » du premier volume. Pour achever la peinture de la faiblesse de notre esprit, il faut encore considérer que quelque vrai que soient ses pensées, il en est souvent séparé avec violence par le dérèglement naturel de son imagination. Une mouche qui passera devant ses yeux est capable de le distraire de la contemplation la plus sérieuse. Nicole enseignait aux petites écoles, était peut-être irrité par ses élèves qui regardaient les mouches voler. Mais il songe peut-être aussi à un passage des Confessions de saint Augustin. L'auteur raconte au livre 10. Qui pourrait dire en combien de légères occasions et de choses de néant nous sommes tous les jours tentés par la curiosité, combien souvent nous y succombons. Combien de fois arrive-t-il que lorsqu'on nous conte des choses frivoles, nous les souffrons d'abord par tolérance afin de ne pas choquer les esprits faibles, et qu'ensuite nous nous portons peu à peu à les écouter avec plaisir. Je ne vais plus voir dans le cirque courir un chien après un lièvre, mais si passant par hasard dans une campagne, j'y rencontre une chose semblable, elle me divertira peut-être de quelques grandes pensées,
et m'attirera vers elle, non pas en me contraignant de quitter mon chemin pour pousser mon cheval de ce côté-là, mais en portant mon cœur à le suivre. Et si, en me faisant voir ma faiblesse, vous ne me faites promptement connaître que je dois même, dans cette rencontre, trouver des sujets d'élever mon esprit vers vous, ou la mépriser entièrement et passer outre, je demeure comme immobile dans ce vain amusement. Que dirais-je aussi de ce qu'étant quelquefois assis dans la maison, un lézard qui prend des mouches ou une araignée qui les enveloppe dans ses filets me donne de l'attention. Quoique ces animaux soient petits, cet amusement n'est-il pas le même qu'en des choses plus importantes? La référence au lièvre, qui fait oublier ses plus graves pensées à un homme, a été utilisée par Pascal dans le fragment 73 où il évoque les hommes qui s'occupent à suivre une balle ou un lièvre, même les rois. Mais dans les fragments qui nous intéressent, il a préféré se tourner plutôt vers Montaigne que Saint-Augustin. Outre le fait que le texte de Montaigne marque une sensibilité au son qui était faite pour toucher Pascal, la distraction qu'avouait Montaigne à la première personne pouvait paraître à Pascal idéale comme exemple de son propos sur la vanité de l'intelligence humaine. La référence lui permet en outre, sans doute opportunément, d'en tenir d'autres à distance, et le fait n'est pas entièrement sans intérêt pour apprécier ses intentions. L'image de la mouche, en effet, est extrêmement familière à l'époque. Le dictionnaire de Nicot, dès 1606, la définit comme, je cite, « cette bêtelette noire ailée à 2 filets de pied, bruyant quand elle vole, qui est si commune et ennuyeuse l'été, et notamment en automne, sur la saison des fruits. » Et il complète cette première description par la mention d'une vingtaine d'expressions familières ou de types de mouches qu'il répertorie. Le mondain Richelet, en 1680, dans son dictionnaire, est quant à lui un peu plus économe, mais Furetière, en 1690, livre une véritable petite encyclopédie. Les auteurs de Port-Royal ne manquent pas d'évoquer les mouches. La mère Angélique écrit en 1653 à la reine de Pologne. « Je vous supplie très humblement, madame, de mettre toute votre confiance en Dieu dans toutes les inquiétudes qui pourront arriver à votre majesté pour le succès de cette guerre. Toute la force et la puissance est en lui, et vos ennemis sont en sa présence comme une mouche. Il peut vous en délivrer avec plus de facilité que tout le monde ensemble ne saurait faire. » À la même, 2 ans plus tard, elle affirme « Dieu sauve aussi facilement des grands périls que des moindres, et tous ces hommes sont moins que des moucherons devant lui. » Dans un contexte guerrier encore, et toujours à Louise-Marie de Gonzague, elle déclare de nouveau en 1655 « Faites, madame, faites faire des prières publiques et particulières en demeurant sur la montagne, comme Moïse, par l'élévation de votre esprit à Dieu, pendant que le roi combattra cette multitude qui n'est devant Dieu non plus que des mouches et que son regard peut anéantir en un moment. » À la mère du Fargis, en 1661, à propos des persécutions qu'elles endurent, elle écrit « Monsieur N vous dira comment toutes choses sont dans une extrême aigreur. Il n'y a que Dieu qui puisse empêcher la persécution. Mais c'est assez puisque tous ces furibonds sont devant lui moins qu'une mouche, et il le faut bien prier et espérer toujours en sa miséricorde. » L'histoire des persécutions rapporte à son propos en 1661. Elle regardait tellement la main de Dieu dans tout ce qui lui arrivait, qu'elle ne pouvait souffrir qu'on s'en prît aux hommes, et ne permettait point qu'on dît rien qui témoignât du ressentiment ou du mépris de la conduite de ceux qui affligeaient sa maison. Voulant qu'au lieu de s'en entretenir, on prie à Dieu pour eux, comme l'Évangile nous le commande. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on a dessein de faire contre nous, dit-elle en une autre occasion, je m'en soucie comme de cette mouche, en chassant une mouche qui était devant elle. Ce qu'elle dit d'une manière si animée, de foi et de résolution, que quand on l'entendit parler de sorte, on croyait n'avoir plus peur de rien. Un trait similaire figure dans les mémoires du solitaire Nicolas Fontaine, lorsque la religieuse arrive à Paris, au moment des persécutions. En arrivant à Paris, toutes les sœurs vinrent la recevoir à l'ordinaire, mais non pas avec la joie accoutumée. Et comme au contraire, elle remarqua qu'elles étaient toutes en pleurs, « Qu'est-ce que je vois là ?» s'écria-t-elle. « Je crois qu'on pleure. Allez, mes filles, vous n'avez point de foi. Qu'est-ce que tout cela ?
Ce ne sont que des mouches. Espérez en Dieu et ne craignez rien, tout ira bien. Mon Dieu, s'écria-t-elle, faites-nous miséricorde. Et embrassant ses pensionnaires qui s'en allaient, adieu mes enfants, leur dit-elle, adieu mes enfants, allons à Dieu. Jésus, Jésus, vous êtes mon Dieu, vous êtes ma force et ma justice. Monterland reprend la formule dans son Port-Royal. Elle montre la force d'âme de la religieuse qui applique un conseil de saint Augustin dans son premier traité sur l'évangile de Jean. Le catholique ne doit pas se laisser tromper lorsqu'il est importuné de mouches, car c'est un artifice du diable. Le cas de la mère Angélique n'est pas unique. Saint Cyran écrit à sa nièce Anne du Vergier. Il faut savoir que Dieu ne donne jamais sa charité qu'à ceux qui aiment parfaitement la vérité et qui haïssent les petits mensonges, comme de petites mouches qui sortent d'un lieu bien profond que je ne veux pas nommer. Car le diable qui y habite est le père des grands et des petits mensonges, comme dit notre Seigneur. Le 24 novembre 1641, à Scipion d'Assiette, d'Aragon de Châteauvillain, d'Aquaviva d'Atri, il écrit « Monsieur, je ne trouve point étrange que l'ennemi de tous les hommes vous fasse la guerre, et ce n'est pas toujours un mauvais signe d'être tenté au commencement. Au contraire, saint Jérôme dit qu'il n'y a point de plus grande tentation que de n'être pas tenté. Cela vous oblige à n'avoir point égard à ces pensées qui vous inquiètent, et à ne vous gouverner que par le fond de votre cœur et par la racine de votre intention, de laquelle peuvent naître de bons fruits, quelques vents et quelques tempêtes qu'il y ait alentour de l'arbre, qui est vous, selon l'Évangile. Je vous conseille de vous moquer de votre ennemi, et de ne daigner pas même l'écouter. Il n'y a rien qu'il craigne davantage que ses moqueries et ses dédains à cause de son orgueil. Tenez-vous occupé le long du jour, sans être, s'il est possible, jamais oisif. Et si dans votre occupation vous entendez du bruit dans votre esprit, recourez à votre cœur et dites « Mon Dieu, vous y êtes ». Et quelquefois, sans dire ces mots, regardez-y Dieu, comme lui disant par ce regard intérieur qu'il est à vous, et vous à lui, ce qui vous rend sa protection comme assurée. Il n'y a homme de bien qui ne sente quelquefois le bruit que le diable forme en lui, et il y en a toujours la tête, et il y en a qui ont toujours la tête et le cœur troublés. Mais cela n'empêche pas qu'ils ne fassent leur œuvre sans interruption. Voyez la vie de ce père minime qui a été tenté et presque obsédé durant 40 ans, ce qui n'a pas empêché qu'il n'ait vécu en saint. Ne croyez pas même que le diable ait la puissance de vous détourner de vos bonnes œuvres si vous ne le voulez. Méprisez-le et pratiquez le précepte de l'apôtre saint Jacques, résistez au diable et il s'enfuira. Je ne vous conseille pas même de lui rien dire, ni de recueillir ses pensées. Il ne le mérite pas. Nul ne s'arrête aux mouches qui lui font du bruit alentour de lui tandis qu'il travaille. C'est le nom que l'Écriture donne à notre ennemi. Il faut le confondre par de bonnes œuvres et passer de l'une à l'autre sans dire mot. Quand on a la journée toute réglée et qu'on se contraint de passer d'une occupation à l'autre, il se retire et l'esprit devient tranquille. Vous le verrez par expérience, et je sais que des personnes qui étaient plus tentées que vous s'en sont bien trouvées. C'est l'unique remède de cette opiniâtre illusion et de ces troubles que vous cause la plus horrible créature qui soit au monde, qu'il ne faut même pas nommer, que le moins qu'on peut, pour lui témoigner de l'aversion et du mépris. À une demoiselle, il déclare, le 22 juin 1642, qu'il ne faut regarder ni le passé, ni l'avenir. Il faut haïr les suggestions du démon qui troublent les individus. Il faut bannir les pensées ridicules qui excitent même les justes. Le démon demande qu'on s'en entretienne et qu'on en entretienne les autres. Et c'est ce qu'il ne faut jamais faire. Ce sont des météores qu'il forme dans notre cerveau, ne le pouvant faire dans notre cœur. Et ils passent comme ceux de l'air, avec des grêles et des tonnerres. C'est bien fait de les dire en général, mais je vous prie de ne vous en point étonner. Cet esprit ne peut faire que des illusions et des frayeurs vaines. Il faut s'en moquer et les traiter comme on traite les mouches en été, lesquelles on supporte, ne les pouvant toutes chasser. Le médecin et solitaire Jean Hamon, à son tour conjoint évocation de la mouche et élan religieux. Nous n'avons donc qu'à monter sur le char de ce conquérant, il parle du Christ,
et nous y asseoir avec lui, en le remerciant humblement de l'honneur qu'il nous fait. Et les démons s'enfuiront devant nous, et n'auront non plus de force que des mouches pour nous attaquer à l'heure de la mort. C'est la comparaison dont se sert ordinairement sainte Thérèse pour faire voir la grande faiblesse des démons. Dans la vie de la sœur Élisabeth de Sainte-Marceline, l'auteur rapporte qu'on trouve la religieuse un jour qu'elle souffre de fièvre, toute couverte de mouches. Mais elle refuse de s'en plaindre, observant que le Christ sur la croix n'avait personne pour chasser les mouches qui s'abattaient sur lui. Le père Singlin, qui préfère entrer dans le carrosse d'une visiteuse, comme il en témoigne dans une lettre en 1651 à la mère Angélique, afin d'éviter le travail du cheval, qui tourmente beaucoup quand les mouches le piquent, est finalement le seul à évoquer une situation concrète, donnant à penser que la mouche constitue essentiellement un topos de la littérature religieuse. En effet, nombreuses sont les allusions aux mouches dans la Bible, d'autant que saint Jérôme traduit une variété du vocabulaire original qu'il y trouve par le générique musca en latin. On trouve ainsi des mouches dans le livre d'Ésaïe, dans l'Ecclésiaste, où les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur, où leur folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. On trouve des mouches dans l'Exode, bien sûr, où elles représentent la 4e des plaies d'Égypte. On trouve des mouches chez Marc, et elles sont reprises dans les psaumes à plusieurs reprises. Les mouches sont associées à la dévastation des plaies d'Égypte et à des images qui sont systématiquement négatives. De surcroît, il existait une divinité, Belzéboul ou Belzébuth, le seigneur Baal des mouches, Zéboul, en Orient. Cette obstination infatigable des mouches, qui à peine chassées reviennent harceler et tourmenter les humains, fait des insectes une image éloquente des tourments que leur inflige le diable. C'est ce à quoi saint Cyran fait très clairement allusion dans plusieurs des textes que j'ai lus, et probablement l'idée que la mère Angélique nourrit elle-même quand elle chasse de la main des mouches qui lui semblent emblématiques du démon qui cherche à la détourner de son devoir et du Seigneur qu'elle aime. La connaissance des inscriptions scripturaires du motif est avérée à Port-Royal grâce au dictionnaire chrétien de Nicolas Fontaine, paru en 1679. Fontaine, solitaire et secrétaire de le maître de Sacy, le traducteur de la Bible, fait partie des personnalités les plus au courant des réalités familières à Port-Royal. Or, il réserve dans son dictionnaire, outre des allusions ponctuelles, une longue entrée aux mouches. Sans cette coloration démoniaque, la valeur emblématique de la mouche est aussi un topos de la littérature profane depuis l'Antiquité. Dans l'Iliade, Minerve inspire à Ménélas l'audace et l'opiniâtreté d'une mouche qui s'acharne sur un homme, ne se rebute jamais, et toujours chassée, revient toujours à la charge, jusqu'à ce qu'elle soit rassasiée du sang dont elle est avide. La valeur guerrière de l'allusion à la mouche trouve peut-être là sa première origine. En effet, les armées s'acharnant sur Patrocle lorsqu'il lutte contre Sarpédon et Hector sont comparées à des mouches. Lucien de Samosate a écrit quant à lui un célèbre éloge de la mouche. Il s'agit de ce que l'on appelle un éloge paradoxal. L'orateur fait la preuve de sa virtuosité en se livrant à un éloge qui sacrifie à tous les codes du genre épidictique ou encomiastique, mais à propos d'un sujet totalement mesquin ou ridicule. Il lui faut donc être particulièrement ingénieux et doué pour trouver des arguments en sa faveur et les dépiter sur le ton de l'éloge. L'exercice n'est pas dépourvu cependant de profondeur à y réfléchir. En faisant envisager un sujet sous un autre jour que d'habitude, l'orateur peut remettre en cause l'opinion commune. Par exemple, la vulgaire mouche invite à prendre conscience de la valeur des êtres, même les plus subalternes. Elle révèle le pouvoir méconnu des gueux et des misérables apparemment inutiles, mais qui assomment dans une société des tâches néanmoins essentielles à sa perpétuation. La mouche prend alors une signification d'ordre moral. L'humaniste Léon Battista Alberti a écrit à son tour vers 1440 un Laus Muscae, un éloge de la mouche, publié dans un ensemble de textes qui évoquent d'autres animaux, tels que le chien ou l'araignée. La pièce se présente comme une sorte de réécriture de l'éloge de Lucien, sous forme d'une longue lettre adressée à un ami.
Si l'auteur, fiévreux et alité, énumère à son tour les vertus de l'insecte, la dimension comique n'est pas totalement absente, puisque cette évocation provoque une telle gaieté dans le groupe qui l'entoure que le malade s'en retrouve subitement guéri. Le contexte est donc ici positif, mais doté d'une coloration morale qui explique qu'on trouve mention de mouches dans les fables d'Ésope ou chez Théophraste, ouvrant la voie à la fable de La Fontaine, le coche et sa mouche, qui évoque l'agitation vaine d'un importun. La peinture elle-même offre un horizon aux 2 fragments pascaliens que j'ai commencé par évoquer. On trouve des mouches peintes sur de nombreux tableaux des XVe et XVIe siècles. Sa présence peut aisément se comprendre sur un fruit. Elle est plus difficile à cerner lorsqu'elle figure sur la coiffe bien empesée d'une noble dame, ou pire encore lorsqu'on la trouve au premier plan du portrait d'un moine au visage doux et empreint de componction. L'historien André Chastel a proposé de comprendre sa présence à partir d'une anecdote légendaire rapportée par le peintre, architecte et écrivain Giorgio Vasari au XVIe siècle dans sa vie de Giotto. L'humaniste raconte, d'après une première version esquissée par le Florentin Filarete au XVe siècle, dans ses vies des plus illustres architectes, peintres et sculpteurs italiens, que Giotto, encore tout jeune, alors qu'il travaillait dans l'atelier de son maître Cimabue, peignit un jour, sur le nez d'un des personnages qui venait d'apparaître sous le pinceau de son maître, une mouche si vraie que ce dernier, quand il se remit au travail, tenta plusieurs fois de l'éloigner de sa toile pour qu'elle ne la gâte pas. Jusqu'au moment où il comprit qu'il s'agissait d'une illusion, d'un trompe-l'œil peint par son disciple aussi doué que malicieux. L'anecdote rappelle celle des raisins du peintre Zeuxis pendant l'Antiquité, réputé attirer les oiseaux tant il semblait vrai, ou une autre légende que rapporte cette fois Philostrate à propos de fleurs si exactement peintes que les abeilles s'y trompaient et cherchaient à les butiner. La mouche appartient donc à l'art du trompe-l'œil. Elle doit s'entendre comme une marque de l'excellence du peintre, un détail minuscule où il peut faire briller sa virtuosité. En particulier, apposée au-dessus de la signature du peintre, elle a la valeur d'un manifeste. Mais, insecte malpropre, elle est aussi un rappel de la vanité, de la caducité de toute chose, de la mort inéluctable. Il n'est rien de si beau ou de si grand qu'elle ne soit capable de corrompre. Fleurs, fruits, jeune beauté, moine, tous ces sujets sur lesquels elle se juche, les étoffes les plus immaculées qu'elle touche, portent avec elle le germe de la mort. La mouche fait ainsi office de memento mori. Plus sa taille est grande dans des peintures où les lois de la perspective ne permettent plus de considérer qu'elle est insérée dans le tableau, plus elle figure une mouche posée sur la toile, par un effet de trompe-l'œil à l'adresse du spectateur cette fois-ci, plus la leçon est directement adressée à celui-ci. Elle dénonce la vanité du monde dans lequel il est situé lui-même, mais aussi très vraisemblablement l'œuvre d'art elle-même, comme vaine, soumise à la caducité éternelle du vivant. Il est possible, suggère André Chastel, que la représentation de la mouche est une valeur prophylactique ou apotropaïque. Sa représentation serait faite pour bloquer, pour exorciser le mal dont elle est porteuse. Dans le contexte religieux et moral que les textes déploient, cependant, dans le contexte de peintures qui représentent des saints ou des scènes religieuses, il semble que la mouche est en réalité surtout à exprimer une réserve d'ordre religieuse envers des images que leur beauté exposerait à transformer en idoles, dont l'adoration se substituerait à celle du Dieu qu'elles doivent permettre d'exalter. Il s'agit d'une façon subtile pour un peintre à la fois de signifier sa maîtrise et sa lucidité, sa modestie à l'égard des œuvres du monde. Les scènes animales ou forestières de la peinture constituent ce qu'on a pu appeler une entomologie moralisée pour les contemporains du XVIIe siècle, habitués à déchiffrer emblèmes et scènes de genre. Elles offrent des arènes métaphysiques où chaque espèce tient son rôle. Papillons et oiseaux sont des animaux purs, célestes, lumineux, mais les mouches, les libellules, les sauterelles, les hannetons, les lucanes, les araignées, les lézards, on en a vu un chez Saint-Augustin, incarnent au contraire systématiquement des bêtes impures et diaboliques. La mouche est donc clairement un animal démoniaque, diabolique dans le contexte du XVIIe siècle. Elle se prête,
à un enseignement d'ordre moral et religieux. Un détail toutefois peut frapper dans les textes et dans les tableaux que nous venons de voir. Dans aucun d'entre eux, le bruit fait par les mouches n'est évoqué précisément, d'autant moins dans les tableaux que les mouches y apparaissent systématiquement au repos, posées et immobiles. Clairement, on a ici une différence majeure avec les deux fragments de Pascal, où au contraire celui-ci insiste sur le bourdonnement de la mouche. On semble donc devoir conclure que Pascal entend se distinguer de cette tradition religieuse qui fait de la mouche un animal animé par le démon. Il choisit avec Montaigne la référence la plus concrète et la plus triviale qui soit, la plus anodine, pour éviter de suggérer un affrontement entre l'homme et le malin qui serait par définition grandiose et pourrait anoblir le premier. Il prend soin de se tenir à l'écart, de façon certainement voyante pour un homme du XVIIe siècle, de tout ce que celui-ci a coutume d'associer comme connotation morale ou religieuse à la mouche, pour faire ressortir plutôt l'infinie dérision du combat que l'homme perd contre un vulgaire insecte. Ce parti pris peut expliquer la manière dont ses éditeurs furent décontenancés par le fragment 81, La puissance des mouches, qui ravit au contraire nos contemporains. Le fragment a ainsi donné son titre à un roman de Lydie Salvaire paru en 1995. Et il ravit aujourd'hui parce que sa compréhension ne mobilise pas un arrière-plan métaphysique qui déroute désormais le plus souvent le public. Pascal révèle toute la singularité de sa démarche apologétique dans les pensées. Ce choix de Pascal révèle toute la singularité de sa démarche apologétique dans les pensées. Pascal, en effet, s'écarte de tous les lieux ou les procédés habituels du genre pour bâtir un cheminement particulier où il entend se contenter de l'observation des faits, des usages, des individus, pour amener ses lecteurs à réfléchir sans postulat préalable ou sans filtre préalable d'aucune sorte. Ce petit itinéraire parmi les mouches doit peut-être, en revanche, inspirer de souligner les intentions chrétiennes, religieuses, d'un autre moraliste du XVIIe siècle. Je veux parler de La Bruyère. Né en 1645, La Bruyère publie la première édition de ses Caractères en 1688. Elle est suivie de 8 nouvelles éditions jusqu'en 1696, quelques mois après sa mort. Toutes procèdent, quoiqu'à des degrés divers, à des corrections, des ajustements, des déplacements. Le volume est passé de 420 à 1120 remarques. La Bruyère choisissant ce terme pour qualifier son texte et le distinguer de ses deux grands prédécesseurs, La Rochefoucauld et Pascal. La Rochefoucauld avait choisi de présenter ses maximes en les numérotant avec des chiffres arabes à partir de leur deuxième édition. Les pensées, dans l'édition de Port-Royal, se présentent sous la forme de paragraphes surdéterminés par l'insertion de fleurons. Le texte de La Bruyère, à la différence des leurs, se présente à l'intérieur de 16 chapitres simplement titrés, non numérotés, comme la succession d'énoncés, eux-mêmes sans numérotation, distingués les uns des autres par une structure complexe, combinant l'usage d'un signe typographique alors désuet, qu'on appelle le pied de mouche, à l'initiale, sauf pour la première remarque de chaque chapitre, et d'alinéas, mais semblants ou espaces typographiques pour les isoler les unes des autres. Le statut très particulier de cet agencement n'est pas ici mon sujet, mais la marque particulière que dans le contexte de caractères, lesquels désignent une marque, un type, La Bruyère choisit d'inscrire dans son texte, le pied de mouche. La Bruyère a médité son volume, il l'a minutieusement repris pendant des années et a soutenu que c'était un métier de faire un livre comme une pendule. Il y faut du génie et du savoir-faire, de la précision, un art de la mécanique. L'usage du pied de mouche ne peut donc pas être insignifiant chez lui, mais que signifie-t-il et à quoi correspond-il ? Le pied de mouche est une marque typographique que les scribes de la fin du Moyen-Âge introduisirent. Elle leur servait à distinguer les différentes articulations d'un texte, alors qu'il était d'usage que celui-ci soit copié de façon suivie et extrêmement dense depuis l'Antiquité. Le papier ou le parchemin sont chers. Cette marque, inventée au Moyen-Âge, vient développer la marque figurée par une simple lettre, un K ou un C, que les copistes de l'Antiquité
avait pris l'habitude d'introduire pour distinguer entre deux capitula, deux chapitres ou deux paragraphes. L'abréviation manquait de clarté. Les copistes du Moyen-Âge s'emploient donc à la rendre plus visible sur la page, en la traversant par un trait vertical, en redoublant celui-ci, en même temps que la coque du C se voit peu à peu remplie d'encre. Le pied de mouche marque donc le début d'un paragraphe. On utilise d'ailleurs souvent de la couleur, du rouge en particulier, pour qu'il soit plus visible sur la page. Le pied de mouche tomba en désuétude au cours de la seconde moitié du XVIe siècle, quand l'usage de la linéa et du paragraphe se généralisèrent avec l'imprimerie. Aujourd'hui, il est utilisé dans les logiciels de mise en page comme caractère invisible pour matérialiser des lignes de blanc et les retours à la ligne forcée. Paradoxalement, il est devenu le signe de la fin d'une unité. Bien sûr, La Bruyère put recourir à ce signe ancien pour introduire des démarcations dans son œuvre sans qu'elles puissent être rapportées aux pensées, qui portaient des fleurons. Mais il était d'autres marques envisageables ou moins spécifiques. Aucun autre moraliste n'a fait le même choix que lui. Le pied de mouche est une appellation imagée, par allusion aux pattes fines de l'insecte. En lieu et place du terme régulier qui devrait être employé, paragraphe. C'est le mot qui a été conservé en anglais, même si par son évolution il est devenu pilcrow. C'est le mot de paragraphe aussi qui est employé en allemand. L'espagnol, de son côté, a choisi l'assimilation à un gros mammifère marin entre baleine et dauphin en parlant de calderon, certainement par allusion à la coque bombée et comblée du C du pied de mouche. La désignation en pied de mouche convoque donc nécessairement pour le lecteur français une réalité animale, et on a vu qu'elle était très connotée. Dans le contexte moral de la référence aux mouches pendant le XVIIe siècle, sachant la grande variété des expressions créées autour d'elles et de leurs mœurs, notées par tous les lexicographes, l'usage du pied de mouche chez La Bruyère ne pourrait-il pas avoir une signification morale, être une espèce de clin d'œil? Disputer ou faire querelle sur un pied de mouche, sans référence au symbole typographique de ce nom, signifie selon Furetière faire une querelle, un procès, sur une chose de néant. Néant de l'humanité corrompue que La Bruyère décrit, néant d'un ouvrage en pièces détachées, néant d'une entreprise de correction de l'homme, quasi désespérée au regard de l'endurcissement de la créature. Des mouches sont aussi des taches d'encre ou de noir, en particulier apposées sur un visage. Les coquettes portaient des mouches, pourvues de significations diverses selon l'endroit où elles étaient déposées. C'étaient de petites pièces de satin, de taffetas ou de velours que les belles, mais aussi les hommes soucieux de leur apparence, fixaient sur le visage pour faire ressortir la blancheur de leur teint, et aussi opportunément, par vanité, pour masquer les cicatrices que la petite vérole avait pu leur infliger. La Bruyère dénonce l'usage à plusieurs reprises dans son livre. Il y voit une altération de la vérité de l'individu. Les caractères, miroirs d'une société frelatée, faisandée, eux-mêmes bariolés de pieds de mouche, présentent typographiquement un visage étonnamment semblable à celui de leur sujet. Tavelure, abondance, multiplicité des signes, disparates, éparpillement, qui exigent un travail de reconstruction minutieux, d'interprétation, de lecture. Le recours au pied de mouche serait-il une façon discrète de la part de La Bruyère d'attirer l'attention de son lecteur sur l'ambition de son œuvre, trop souvent prise pour l'assemblage piquant, mais un peu creux, de portraits flamboyants, pour une série de morceaux virtuoses répétitifs, assez plats quant au fond. Les études les plus récentes, dans le sillage de François-Xavier Cuche, ont rendu au contraire La Bruyère à la tradition moraliste et chrétienne dans laquelle ce familier du Petit Concile, réuni autour de Bossuet, entendait se situer. Son livre se termine d'ailleurs par un chapitre sur la chair, la tribune d'où parlaient les prédicateurs, et un autre sur les esprits forts, pour en dénoncer la faiblesse et l'insigne vanité. Soucieux du moindre détail, il semble difficile de croire que La Bruyère ait recouru à un signe aussi peu ordinaire que le pied de mouche, sans de fortes motivations. L'hypothèse que je formule, qu'il faudrait creuser pour autant qu'on puisse trouver des arguments factuels susceptibles de l'étayer, pourrait jeter un peu de lumière sur cet usage étrange. Le détail, la trivialité, même minuscule, on l'a compris, ne sont jamais indifférents pendant la période.
Ainsi, une stupide bestiole comme la mouche ne surgit-elle jamais pour rien dans un texte ou un tableau du XVIIe siècle, et ce n'est pas un moindre tour de force que parce qu'elle la dépossède de sa valeur démoniaque traditionnelle, pour mieux convaincre les esprits libres de son temps de déduire du monde seul la nécessité de la foi. Mais je redoute, cher auditeur, qu'à faire la fine mouche, vous ne pensiez que j'ai une araignée dans le plafond. Puissais-je au moins vous avoir convaincu de vous méfier des mouches, bientôt posées sur vos masques, même si l'on n'attrape pas des mouches avec du vinaigre, comme celui que je viens de vous servir.